Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place ? Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme ? Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement ? Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes 3, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie, et fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de 2 enfants et 4 livres, parmi lesquels Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité, critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la maternité, mais plus précisément de la représentation de la maternité dans le discours. Alors, le discours, c'est les médias, la littérature, les podcasts. On s'est dit toutes les 3 que ça faisait un moment qu'on trouvait, notamment depuis la pandémie, que on parlait de la maternité de manière beaucoup plus nuancée peut-être qu'avant. Il y avait d'abord l'humour. C'est vrai que pendant la pandémie, il y a eu pas mal de vidéos, de posts assez drôles sur le fait de se retrouver enfermé avec ses enfants. Il y a eu aussi des tendances à dire que la maternité, c'était pas tout blanc, tout noir, tout rose, etc. Enfin, on s'est dit toutes les 3, on en a discuté, et on s'est dit que c'était quand même intéressant de faire un peu le point sur comment la maternité est représentée dans les arts ou dans le discours aujourd'hui. Donc moi, j'avais envie de parler de 2 choses. C'est que moi, il y a 2 choses qui m'ont intéressée ces derniers temps. Moi, j'aime bien aller voir des expos d'art, et donc j'ai vu 2 expos ces derniers temps qui m'ont marqué en lien avec cette représentation de la maternité. Et je vous parlerai d'un podcast qui m'a aussi beaucoup marqué, que j'ai entendu il y a 2 ans, mais qui reste le podcast pour moi sur la maternité qui continue de m'intéresser. Ensuite, Laetitia, je crois que tu veux nous parler d'un livre qui s'appelle Screaming on the Inside, c'est hyper dur à dire, Sustainability of American Motherhood. American Motherhood. Et là, ça va être une déconstruction un petit peu du mythe de la mère parfaite dont tu vas nous parler. Et ensuite, Sandra, toi, tu nous parleras d'un livre qui s'appelle Strange Situation et qui va parler de la théorie, je ne sais pas si on peut dire une théorie de l'attachement. Exactement, d'une appropriation de cette théorie de l'attachement par une mère, son voyage à elle sur cette question-là. Ouais, donc je pense qu'en fait que ce que toutes les 3 on est en train de dire, c'est qu'en ce moment il y a vraiment une déconstruction du mythe de la mère parfaite. Ouais. Et donc voilà, on voulait en discuter et aborder cette tendance qu'on a trouvée hyper intéressante. Avec la conscience qu'on pourrait faire 6 épisodes et pas avoir fait le tour du sujet. C'est clair. Donc alors moi, je voulais vous parler de 2 expos que j'ai vues récemment à Paris. Là, il y en avait une, c'était une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou d'une artiste américaine qui est morte il y a une 20aine ou 30aine d'années, qui s'appelle Alice Neel, et qui a commencé à peindre des femmes enceintes, mais de manière super réaliste. Donc c'est pas la Madone, c'est pas les figures qu'on voit d'habitude, c'est vraiment une peinture très très réaliste. Donc la maternité n'est pas que bliss, bonheur et petit
je sais pas, petite Oui, représentation chérubin. de Ouais. chérubin, voilà, tout est rose, etc. Et la deuxième, c'est une exposition qui est en cours au Palais de Tokyo et qui fait beaucoup parler d'elle pour d'autres raisons, mais c'est une exposition de Myriam Kahn, c'est une artiste suisse. Et alors, elle peint la maternité, mais et là, c'est de manière encore plus directe. On voit carrément une femme qui accouche et on l'a in our face, c'est-à-dire qu'on Mm. voit l'accouchement Mm. de pleine face. Donc, je trouve ça intéressant que la maternité commence à être représentée dans sa dimension, j'ai envie de dire technique, Oui, physique, idéologique et hyper réaliste en fait. C'est ce que c'est. Et ouais. donc l'art commence à s'emparer de ce sujet. Et c'est assez intéressant, je trouve. Il me vient en tête en t'écoutant par opposition à l'accouchement de Rachel dans Friends, tu sais, où elle a à peine une goutte de sueur. Enfin, tu sais, il y a cette, à cette époque-là où on Ah n'avait oui, c'est aucune vrai. idée de ce qui se passait dans un accouchement et où on était à Ouais, milieu de. Alors évidemment, Friends, c'est pas l'endroit où représenter la réalité physique que tu viens de décrire, mais quand même, entre cette époque-là où ouais, l'accouchement c'était avec un drap et puis hop, on poussait, et ça sortait, et ce que tu décris là, ouais, ouais, il y a du fond, ouais. quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Et alors, ensuite, alors moi, j'ai pas choisi de livre pour cet épisode pour incarner la représentation de la maternité dans le discours. Moi, c'est marrant parce que ce que je retiens de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu toutes ces dernières années sur la maternité, c'est vraiment un podcast que j'ai entendu il y a 2 ans. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, il y a des podcasts que je réécoute régulièrement quand j'ai besoin, un peu comme un livre qu'on va refeuilleter. Je trouve que c'est un média qui est nouveau, mais qui est aussi très qu'on peut utiliser vraiment dans le quotidien et se le répéter, se le repasser. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Et donc, c'est un podcast qui s'appelle Unlocking Us, qui est présenté par Brené Brown et dans lequel elle invite une autrice et activiste qui s'appelle Glennon Doyle. L'épisode a été enregistré pendant la pandémie. Et alors, comme elles sont américaines, c'était hyper drôle. Elles étaient en matching pyjamas. Donc, elles avaient le même pyjama toutes les deux pour enregistrer l'épisode. Donc, déjà, c'est hyper drôle. Et c'est une conversation qui m'a beaucoup marquée parce que je ne sais pas si c'est l'oralité, le fait qu'en fait, on a l'impression d'être dans la pièce avec elles deux, mais elles disent les choses de manière très directe, franche et abrupte, et donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, Glennon Doyle a écrit un livre qui s'appelle Untamed, donc Indompté en français, où elle raconte en fait son chemin personnel. C'est une femme qui avait 3 enfants, qui était mariée, qui est très religieuse, religion catholique, et son couple a commencé à se déliter. Elle s'est aperçue que son mari la trompait. Et surtout, elle est tombée amoureuse d'une femme. Donc, énorme chamboulement, etc. Et donc, il y a un moment, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon mari pour aller vers mon inclination amoureuse, mais est-ce que je vais pas sacrifier mes enfants? Enfin, elle s'est vraiment posé la question de qu'est-ce que, qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que je suis comme mère, quel modèle je dois donner à mes enfants, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, avec Brené Brown, elles partent dans une discussion sur la mère idéale. Et Glennon commence à dire qu'en fait, dans toute notre culture, que ça soit le mythe d'Ève, dans les médias, etc., elle explique que la mère parfaite, c'est celle qui s'oublie, en fait. À un moment, elle dit à Brené, tu vois, le meilleur compliment qu'on puisse faire à une femme, c'est qu'elle est dans la négation totale. Mm. Donc, elle dit, donc, en fait, la meilleure manière de s'épanouir et de s'accomplir en tant que femme, c'est de se renier soi-même. C'est Mm. d'être dans la négation. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et t'as Brené qui fait, mais oui, c'est de la pure connerie, ça. Et, Mm. euh, et donc, ensuite, elle enchaîne en disant, elle expose une théorie que je trouve assez marrante. Elle dit que c'est la théorie des mémos. Donc, en fait, elle dit qu'en tant que femme, on reçoit des mémos qui nous sont adressés personnellement, dans lesquels il y a toute une série d'instructions sur comment être une bonne mère. Donc elle dit, moi, j'ai reçu les mémos, je les ai même pas regardés plus de 5 minutes, je les ai reçus et je les ai appliqués, je les ai mis en Ouais. pratique. Et donc pendant des années, je me suis oubliée et je me suis mise au service de mon mari, de mes enfants, parce que c'était ce que les mémos me disaient de faire. Et un jour, elle a pris les mémos, elle les a regardés et elle s'est dit, en fait,
Ces mémos, c'est pas la vérité avec un grand V. C'est des mémos qui servent très très bien la société, parce que c'est vrai qu'avoir des femmes qui sont au service des autres, bah, ça te fait une société qui fonctionne super bien. Mais elle dit, mais en fait, ça fait une société aussi où tu as des gens pas heureux, et c'est pas la société que je veux. Donc elle dit, j'ai commencé à reprendre en main ma vie, et j'ai brûlé les mémos, et j'ai fait comme si j'avais jamais reçu de mémo. J'étais une femme qui n'avait jamais reçu de mémo. Et donc elle dit, j'ai brûlé le mémo qui disait que pour être une bonne mère, il faut être une martyre. Elle dit, une bonne mère, c'est un modèle, mais c'est pas une martyre. Et elle dit cette phrase que je trouve géniale. Elle dit, mes enfants n'ont pas besoin que je les sauve. Mes enfants ont besoin de me regarder me sauver moi-même. C'est assez. Wow. Donc elle brûle ce mémo-là. Elle brûle le mémo qui dit que il faut qu'elle reste avec son mari parce que il faut surtout pas éclater la famille, etc. Et donc elle part dans ce truc où les mémos sont brûlés, elle fait comme si elle avait jamais eu de mémos, et elle écrit ses propres mémos, et elle dit, mes mémos, ils sont ni bons ni mauvais, ce sont mes mémos, ils sont pas inscrits dans le marbre, donc je peux les modifier tous les jours ou toutes les semaines, mais j'aime bien cette idée de déconstruire la maternité, de faire la différence entre ce que finalement on nous a adressé comme instruction et pour servir une cause qui n'est pas forcément la nôtre, et d'inventer ses propres mémos. Je trouve ça, voilà, j'ai trouvé que la théorie des mémos était hyper intéressante, et ça fait je trouve une bonne transition avec ton sujet, toi, Laetitia, de la mère parfaite, parce que finalement, ces mémos, on a toujours tendance à nous les renvoyer. Même quand on les a brûlés, on va en recevoir d'autres. C'est fou quand même, comme la maternité reste l'endroit des injonctions. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant que finalement toutes les trois là, on se tourne vers les États-Unis dans nos références. C'est pas complètement un hasard. C'est que d'abord il y a plein de contrastes, plein de combats sur le fait de mettre cette ambivalence, ou d'avoir le fait que le regard ambivalent sur la maternité, il est encore plus important dans un pays où ces injonctions, malgré tout, sont encore plus fortes qu'elles ne le sont en tout cas en France. Peut-être que l'Allemagne est plus proche des États-Unis à cet égard. Et du coup, ce que tu dis sur le podcast, ça ressemble beaucoup quand même au livre dont je vais parler. L'autrice Jessica Grose, c'est une journaliste du New York Times qui raconte en fait sa découverte des grossesses, des maternités, et le fait que tout d'un coup, in your face, elle a compris tous les aspects durs, moches, compliqués, physiquement difficiles, et que justement ça rentrait en contradiction avec les mémos. Elle parle pas des mémos, mais avec les mémos qu'elle avait reçus auparavant. Et donc, elle a écrit Screaming on the Inside suite à la pandémie. Ça a vraiment été aussi un déclencheur, ce moment d'enfermement où elle avait un petit enfant et elle a vécu une grossesse, et puis donc du coup un début de seconde maternité dans un contexte très très particulier. Elle a eu envie de dire très haut et fort que c'était difficile, que c'était injuste, que ça n'avait rien de naturel. Et la pandémie, évidemment, on pourrait croire que c'est une parenthèse, mais en fait, ça a été aussi un révélateur, surtout dans le contexte américain, parce que il y a tout d'un coup toutes les offres de childcare et puis les écoles qui ont fermé complètement. Mais même avant, et puis encore plus après, c'était déjà une offre qui était insuffisante, qui était trop chère, qui était très inaccessible pour beaucoup. Par exemple, il y a sur les 4 ou 5 millions de femmes américaines qui ont dû arrêtées de travailler alors qu'elles auraient pu continuer à travailler pour garder leurs enfants pendant la pandémie. Il y en a quand même 1 million qui n'ont pas repris. Et elles n'ont pas repris en partie parce que l'offre de garde d'enfants n'est toujours pas suffisante. On n'arrive pas à recruter, c'est trop cher, etc., etc. Et donc pendant la pandémie, du coup, au-delà de ça, en fait, elle dénonce un système qui rend la maternité quasiment incompatible, enfin unsustainable, invivable, insoutenable par rapport au contexte. Donc elle décrit une santé mentale qu'on ne peut pas maintenir au top niveau, une santé physique qu'on ne peut pas maintenir au top niveau, une vie active qu'on ne peut pas maintenir au top niveau, c'est juste impossible. Donc il y a le childcare, il y a une pression sur les mères qu'elle décrit comme étant de plus en plus forte.
parce que on attend d'elle non seulement bien sûr qu'elle se dévoue et qu'elle soit selfless, qu'elle soit toujours dans la logique de sacrifice et de martyr pour les autres, mais aussi qu'elle soit vraiment moteur de stimulation de leurs enfants, qu'elle soit garante d'une sécurité totale dans laquelle il n'y a plus de faille, donc une surveillance totale de la sécurité de leurs enfants à tous les niveaux, à tous les échelons, garante de la santé de leurs enfants, et ça se joue évidemment dès la grossesse, et puis ensuite après la grossesse avec un allaitement qui est devenu quasiment obligatoire, dans lequel il n'y a plus d'alternative. Culturellement, aux États-Unis, ne pas allaiter, c'est très 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 tabou. Et du coup, même celles qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons médicales ou parce que elles ont adopté ou ils ont adopté, dans le cas de couples d'hommes de même sexe, du coup, voilà, pas de très très compliqué. Et ça s'est illustré de manière assez tragique il y a un peu plus d'1 an, quand il y a eu une pénurie de lait maternel. De lait, d'ailleurs, je sais pas si on devrait forcément appeler ça du lait maternel. On dit lait infantile, peut-être. Infantile, ouais. Lait infantile. Et où il y a eu des hommes politiques républicains qui ont dit mais ils n'ont qu'à allaiter, donc vraiment au mépris justement de toutes les autres formes de parentalité et de maternité qui n'incluent pas l'allaitement. Et puis par rapport à ça aussi, il y a évidemment l'absence de congé maternité aux États-Unis. Donc il existe seulement depuis Bill Clinton, donc depuis les années 90, le droit de ne pas perdre ton emploi quand tu pars accoucher et que tu arrêtes de travailler pendant quelques semaines. Le droit de ne pas perdre ton emploi. Et ce droit-là, c'est un droit que tu n'as que après 1 année d'ancienneté. C'est-à-dire que si tu démarres dans un job et que 6 mois après ou 3 mois après, tu dois dire que tu es enceinte, ton job n'est même pas garanti. Et puis pour celles qui ont 1 an d'ancienneté, elles ont le droit d'arrêter de reprendre leur travail après, mais sans avoir de rémunération. Et c'est une minorité pour les plus privilégiés d'employeurs qui offrent un congé maternité rémunéré, mais c'est vraiment, c'est une petite minorité d'actives qui y ont droit. Donc dans tout ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que les pressions sur la maternité sont plus fortes et elles sont nourries en plus par tout un arsenal de mémos, tout un arsenal d'imaginaire qui montre la maternité comme étant quelque chose d'abord de naturel, de parfait, de la logique très essentialisante de je dois tout donner. Alors elle cite, il y a un petit extrait que je vous ai traduit qui est assez proche de ce que décrivait Céline à propos de Untamed. Fermez vos yeux, imaginez une mère parfaite. Elle est généralement blonde et mince. On ne sait pas d'où elle vient. Elle a installé elle-même sa cuisine. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ses vidéos do it yourself sur TikTok. Elle intègre sans accroc le travail, le bien-être et la sphère domestique. Pendant la pandémie, elle a fait l'école à la maison pour ses enfants et puis elle se levait à 5 heures pour méditer. Et alors vous savez, c'est toujours elle qui dit, vous savez que c'est du pipeau tout ça, mais pourtant vous avez probablement internalisé tout ça. Donc c'est vraiment exactement la logique des mémos que tu décrivais, Céline, c'est exactement ça. Et du coup, dans Screaming on the Inside, le titre il est très fort, voilà, c'est vraiment un cri qui vient de l'intérieur. Elle a envie d'imposer une vision ambivalente et réaliste, un petit peu aussi comme dans l'exposition de photos que tu as décrit, où on voit l'accouchement de manière très réaliste, avec tout ce que ça a de douloureux, puis même de problématiques. Je sais pas si on voit, je ne sais pas si j'aurais envie de voir des hémorroïdes, mais je veux dire, il y a des tas de trucs comme ça très concrets, de varices, de machin, de trucs qui montrent que non, ça, puis on en meurt. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça, comme une lettre à la poste. Et cette place à l'ambivalence qu'elle montre avec pas mal d'humour aussi, mais pas mal de douleur. C'est peut-être moins drôle que ce que tu dis. On sent qu'elle a morflé et elle a envie de le dire. Pour elle, cette ambivalence, cette place à l'ambivalence, c'est une nécessité politique. Parce que le discours sur la maternité parfaite, il n'est pas anodin, il n'est pas neutre. En fait, il sert une vision politique dans laquelle on n'investit pas dans des services qui vont mutualiser toutes les choses difficiles de la maternité. On ne soutient pas les mères pour qu'elles aient une vie active dans les mêmes conditions que les pères et que les gens sans enfants.
Voilà. Donc ce livre, il est très très bien. On apprend des choses intéressantes sur un peu sur ce contraste des visions de la maternité aux États-Unis, où la montée des réseaux sociaux, en particulier Instagram, a imposé en force voilà une nouvelle vision de la mère parfaite, comme une nouvelle vision des mompreneurs et une nouvelle vision des voilà des mères écolos qui font tout à la main, le do it yourself, etc. Dans laquelle, c'est assez marrant, il y a une grande majorité aux États-Unis de femmes mormones. Donc l'église mormone, qu'on appelle aux États-Unis the Church of the Latter-day Saints, c'est pas tout à fait une secte parce que c'est une religion établie aux États-Unis. En tout cas, elle a tous les elle a tout d'une grande religion, en tout cas numériquement parlant, mais dans laquelle voilà, les femmes sont quand même très enfermées dans le rôle maternel, mais où étant donné que c'est quand même une majorité de gens assez riches, très éduqués, etc., les Mormons, les femmes ont fait des grandes études, et leurs grandes études et l'ambition qu'elles ont potentiellement développée dans leurs études entrent en conflit du coup avec les limitations d'un rôle maternel un peu guindé. Et du coup, certaines d'entre elles, celles qui ne quittent pas la communauté et les injonctions de la communauté, mettent tout dans la maternité, mettent toute leur ambition, toute leur niaque, tout leur sens du business, parce que les Mormons sont très forts en business. Et donc, il y a des grandes influenceuses Instagram qui du coup, gagnent leur vie avec ça, bien sûr, qui sont des championnes, on va dire, d'Instagram. Et donc, quand vous voyez, en tout cas sur les comptes américains, ces blondes minces parfaites qui font tout elles-mêmes, qui ont 6 enfants, il y a de grandes chances pour que ce soit des mormones. Et c'est assez intéressant de se plonger dans l'histoire de cette communauté-là, très particulière dans l'histoire américaine. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur l'aspect politique d'une société qui a vraiment besoin finalement que les femmes fassent tout ça gratuitement et avec le sourire et pas du tout dans la douleur. Ça sert les intérêts finalement d'une société, et donc on a toujours un espèce de backlash, c'est-à-dire ça revient là, ça revient par Instagram. En fait, c'est fou comme les mémos, ils reviennent par tous les canaux possibles. Hein. Ils reviennent tout le temps. Mais c'est vrai que l'idée de la société, elle a intérêt à ce que les femmes donnent tout gratuitement. C'est pas si évident que ça, parce que dans le cas américain, il y a des économistes qui se sont penchés là-dessus et qui ont montré que justement cette maternité parfaite gratuite, elle prive le marché de l'emploi de quelques millions de travailleurs qui servent un certain nombre de services qui font tourner l'économie. Et que si tout le monde pouvait travailler totalement, quand on le veut, bien sûr, on aurait, je sais plus le chiffre, mais quelques points de PIB en plus. Donc si on prend ces arguments-là, c'est pas si clair en fait. C'est pas si clair que ça sert. En revanche, il est probable que ça sert une vision d'un patriarcat dans laquelle on a un groupe de gens qui sont dominés, qui sont dépendants. Et là, c'est pas tout à fait l'intérêt de la société, c'est l'intérêt, on va dire, des partisans les plus farouches d'un patriarcat traditionnel, où on a envie d'avoir des servantes, ou en tout cas des personnes qui sont dépendantes de vous. Et c'est sûr, c'est ça, c'est un espèce de confort aussi. Hein. Ouais, exactement. Moi, ce qui m'interpelle, Laetitia, aussi, c'est le titre du bouquin. C'est ce screaming on the inside. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est le screaming déjà. C'est à quel point c'est très récent qu'on puisse parler des émotions dites négatives qu'une mère peut ressentir. Comme on disait en intro, on est censé ressentir de la joie, de la fierté, de une forme d'épanouissement à tout niveau en tant que mère. Et d'accepter de dire, il y a aussi de la colère, du ressentiment, de la rage parfois, de la frustration, toutes ces émotions-là qu'on n'a pas du tout envie de regarder, qui sont très inaccessibles pour les femmes en général. La colère, c'est rare qu'elle s'exprime en colère. Voilà, ça se transforme souvent en autre chose, en tristesse qui est beaucoup plus acceptable. Voilà. Et ce on the inside, parce que au final, c'est ça ce qu'il y a de merveilleux dans notre époque, c'est que justement des supports comme le podcast, comme le livre qui est aujourd'hui plus accessible aussi, un peu plus facilement édité. On a en tout cas des tribunes beaucoup plus accessibles pour que ce soit pas on the inside, et que ces expériences maternelles
nuancées, ambivalentes, puissent se dire, s'entendre, et donc rassurer aussi. S'exprimer et rassurer, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, c'était un truc qui était vécu dans la honte, dans le je ne suis pas normale, je dois avoir un problème, je dois mal faire les choses, parce que regarde toutes ces femmes autour de moi, merci Instagram, qui elles y arrivent très bien, qui trouvent ça génial tout le temps, et qui ont jamais envie de hurler à l'intérieur, quoi. Et ça fait un super lien avec le bouquin dont je voulais vous parler, qui s'appelle Strange Situation. Le sous-titre, c'est A Mother's Journey to the Science of Attachment. Donc, c'est l'auteur Bethany Saltman, qui est journaliste, chercheuse aussi, et qui a l'impression d'avoir eu une enfance un peu distante, avec une relation assez distante à sa mère, et qui est terrorisée à l'idée de MASAP, l'éducation de sa fille, qui est terrorisée à l'idée de mal faire, de faire des erreurs, de gâcher en fait la vie de sa fille, en n'arrivant pas à développer le lien qu'il faudrait développer avec sa fille. Et cette inquiétude-là qu'elle ressent, c'est quelque chose, je pense, qui est très très partagé par beaucoup de mères qui se disent qu'est-ce que je suis en train de faire mal, dans quelle mesure je vais faire des dégâts, parce que ce que je ne ressens pas que du bliss et de la joie et de l'amour en permanence. Cet amour dont tu parlais, Céline, dans les tableaux d'autrefois, où on n'était que joie et voilà. Et béatitude, oui. exactement. Oui, mais en plus, c'était souvent la Vierge. Dans la maternité, oui, c'est la Vierge. Donc, non seulement c'est le sacrifice, mais en plus, il y a du divin derrière. Il y a du divin. Et donc pour apaiser cette inquiétude, elle s'embarque dans une quête qui est à la fois une recherche autour de cette science de l'attachement, donc qui a été donc elle se plonge dans le travail de Mary Ainsworth, qui était une psychologue américaine et qui a travaillé un temps aux côtés de John Bowlby, qui est très connu justement lui pour ses écrits sur l'attachement. Et Mary Ainsworth qui a développé un test standardisé pour mesurer le lien d'attachement entre un enfant et son apporteur de soins premier, qui est en général la mère, mais qui peut être un autre adulte, sa figure d'attachement primaire. Et donc c'est une expérience qui permet de mesurer est-ce que l'attachement est sécure, est-ce que l'attachement est plutôt anxieux, distant, etc. Et donc, elle se plonge là. L'expérience s'appelle Strange Situation, d'où le nom du livre. Elle se plonge dans des recherches autour de ce test, et elle fait son introspection. Et c'est très intéressant parce que à la fois il y a le côté très scientifique de ce test, et il y a son parcours à elle d'une mère très inquiète à l'idée de mal faire, très inquiète par ses ambivalences, justement par les moments où à la fois elle adore sa fille et des moments où elle est complètement dépassée par son rôle et où elle aime pas son rôle, enfin, disons-le. Et donc c'est hyper intéressant. Finalement c'est ce chemin qu'elle parcourt pour aller de cette inquiétude à une forme de réassurance. Et un des éléments qui la rassure, et j'ai trouvé ça merveilleux, c'est un truc que je garde beaucoup, moi. Tu parlais du podcast qui t'accompagne, Céline, moi cette idée-là m'accompagne, moi, c'est l'importance des moments de mutual delight, des moments de délice mutuel, c'est-à-dire ce qui nourrit l'attachement, c'est aussi des moments où on se régale ensemble. Donc c'est on regarde de la joie partagée, joie pure, quoi. Mais ça peut être très fugace. Pour le coup, une forme de béatitude, mais ça peut être très fugace. Et c'est l'éclat de rire, c'est le coucher de soleil incroyable. Et tant pis si on s'est fâché juste avant parce qu'il y a la glace qui a coulé. Un regard partagé. Exactement. Et ça, c'est merveilleux de se dire, ça vient de là. Et ce livre, alors, il est malheureusement pas traduit en français, mais voilà, ça peut s'écouter, ça peut se lire. Et c'est vraiment intéressant sur, qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments tout à fait contradictoires qu'on peut éprouver, et qui trouvent finalement assez peu d'écho. Il y a peu d'endroits où on peut raconter ça, ces changements de sentiments, ces changements de cette ambivalence, quoi, vraiment, qu'on peut ressentir à l'égard de son rôle de mère et de tout ce que ça peut amener avec soi. Et alors c'est drôle, et ça c'est un peu c'est en complément, mais je continuais mes recherches hier soir et je vous partage, j'ai trouvé des sites américains absolument géniaux, et notamment une Instagrammeuse qui a un compte qui s'appelle Diary of an Honest Mom. Donc il y a cette idée d'honnêteté et de dire les choses. On n'est ni dans le trash ni dans la béatitude, on est entre les deux, et où elle partage des choses
souvent assez humoristique sur son vécu, quoi, son quotidien. Et il y a un truc qu'elle partage à un moment, une vidéo qui est géniale où elle c'est des extraits de sa vie. On voit jamais vraiment ses enfants, elle les protège assez, mais des moments où elle se marre avec eux, où elle est en train de faire des trucs sympas, et elle dit je m'enregistre ça pour me le repasser le soir quand je suis allongée dans mon lit à me redire tout ce que j'ai mal fait dans la journée. Tu vois, c'est l'impact du mémo de j'ai mal fait, j'ai pas assez fait. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, je trouvais ça génial. Ça rejoint cette idée de mutual delight. Qu'est-ce qui, dans la journée, où est-ce qu'on s'est régalé ensemble dans la journée et qui nourrit ce lien, qui fait du bien à tout le monde et qui compense. C'est toujours cette balance, quoi. Il y a des hauts et des bas et la moyenne, elle est bonne. Donc enfin voilà. Moi, je trouve que c'est génial parce que par rapport à notre débat, les filles, sur est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de place pour l'ambivalence, pour un regard sur l'ambivalence maternelle, je trouve que oui. Et en même temps, c'est exactement ce que vous disiez. Il y a le boomerang de, ok, tu t'exprimes ton ambivalence, ben tiens, on va resserrer la vis, quoi, avec des remontées. C'était Lucille, je crois, qui écrivait quelque chose récemment sur, peut-être on parlera mieux, Laetitia, sur ces mères, le retour des mères au foyer. Oui, le retour des trad wives, etc., voilà, qui reviennent en force. Mais Sandra, c'est ce que tu disais à propos du mutual delight dans la relation très particulière d'une mère ou d'un père avec ses enfants. Ça me fait penser au fait que toutes les relations humaines sont identiques, et que la relation parentale n'est pas ce qu'on en a fait, c'est-à-dire un truc tellement à part que c'est forcément parfait et c'est naturellement parfait et fort. Et en fait, ce qu'on lit à propos du couple, ce qu'on ose dire à propos du couple, mon mec ou ma meuf me saoule des fois, j'en ai marre. Mais c'est exactement pareil avec un enfant, en fait. Parce qu'un enfant, d'ailleurs, quel que soit son âge, c'est une relation comme une autre. C'est une relation comme une autre, c'est une personne comme une autre avec ses côtés énervants, irritants, etc. Et bien sûr, le fait de de passer plus de temps avec quelqu'un, que cette personne soit ta coloc, ta meilleure amie, voilà. Et finalement, ton enfant, c'est pareil. Et ça, c'est peut-être le truc le plus ambivalent qui soit, c'est que cette relation-là, c'est une relation que tu dois nourrir, construire, supporter, pour le pire et pour le meilleur. Et c'est pareil que ce soit un enfant ou que ce soit un ami, en fait. Et c'est peut-être tabou de dire ça. C'est hyper tabou. Et tu sais, ça me fait penser, il y a un autre livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très, très chouette, de Hunt Gather Parent. Je crois que c'est, je sais plus comment ça a été traduit en français. C'est chasseur-cueilleur. Enfin, je sais plus. Je retrouverai le titre, je le mettrai dans les notes. Et en fait, c'est une construction occidentale contemporaine que de se dire que tout repose justement sur le lien parent-enfant. Dans toutes les civilisations, c'est un village. On la balance, cette phrase, comme ça, mais en fait, concrètement, c'est vraiment ça. C'est pourquoi il y a une espèce d'exclusivité attendue. Alors qu'en fait, un enfant, il a besoin de tout un tas de relations pour se construire, pas seulement de la relation à la mère. Et ce resserrement est très accentué par le confinement. Enfin, le confinement nous a mis dans une forme extrême de ça, où on était seul, quoi, et vraiment le cocon noyau familial. Mais l'effet pervers de ça, c'est exactement ce qu'on décrit aujourd'hui, c'est-à-dire que ça met une pression terrible et une incapacité à ressentir cette ambivalence et à lui donner une place, enfin à la faire exister, à moins de hurler à l'intérieur, tu vois. On est obligé de hurler à l'intérieur pour l'exprimer. Donc c'est hyper important. C'est très c'est fou, encore une fois, comme nos vies intimes sont totalement politiques. Ça rejoint ce que tu racontais tout à l'heure, Laetitia, sur la nécessité de créer des structures, que ce ne soit pas que dans la relation en tête-à-tête finalement à l'enfant que ça se joue, mais que ce soit un sujet qui soit porté, qui soit réfléchi à un niveau beaucoup plus large de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait, de tout ce qu'on a rattaché au rôle maternel, mais qui est en réalité un rôle social, quoi. Comment on élève nos futurs citoyens. Est-ce que c'est une vision trop romantique du lien parental? C'est marrant, on avait autrefois cette vision de l'amour monogame, exclusif, hyper romantique, genre the one, hein, la personne. Et ça, c'est un peu moins, bon, voilà, on sait qu'un couple sur deux ne dure pas, etc. Et c'est un peu moins,
je dirais, une injonction un petit peu moins forte. En revanche, on l'a déplacé sur le lien parental avec une vision ultra, trop romantique d'un lien qui est forcément magnifique. Où on se dit bon bah si c'est pas dans l'amour romantique, dans l'amour avec de couple que je vais trouver ça, mais je vais le trouver dans l'amour maternel. Ça, cette forme d'amour-là, waouh, il y a que ça de vrai. Et on a mis trop de pression dessus, en fait. L'amour a plein de formes et c'est plein de relations différentes et tu trouves des petits bouts différents qui vont te nourrir et qui vont nourrir les autres autour de toi, mais il y a rien d'exclusif et puis de parfait dans cet amour-là, en fait. Et dans cette ligne aussi, en parlant d'ambivalence, moi je voulais aussi dire qu'il y a aussi tout ce discours sur le fait de ne pas être mère, de choisir de ne pas l'être, et que c'est OK. Et tu as aussi ces discours qu'on commence à voir poindre, où tu as des mères qui regrettent d'être mère. Et pareil, ça s'entend, ça se dit, ça s'exprime. Et ça aussi, je trouve ça fait partie de la nouvelle représentation de la maternité. Et ça ouvre aussi le débat. On n'a pas besoin d'être mère pour s'accomplir en tant que femme. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Et pareil, on va toujours avoir des mémos qui vont revenir régulièrement dire non mais si en fait il faut être mère pour ça. Mais on sent qu'il y a une résistance, que vraiment ça bouge aussi de ce point de vue-là, je trouve. Et on peut que se réjouir de ça, et évidemment qu'on n'a pas besoin d'être mère pour être une femme. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'une partie de ce rejet, il est un rejet justement d'une vision non ambivalente de la maternité, et que finalement c'est pas complètement un choix. Enfin, si ça l'est, que dans certains cas ça ne l'est pas. C'est justement parce que tu ne peux pas t'accomplir en tant que femme en étant mère que tu dis ok, je ne veux pas être mère, parce que tu ne peux pas être toi-même, tu dois te sacrifier. Unsustainable. Voilà, c'est unsustainable, exactement. Et moi je rêve d'un monde où on aurait le choix, quoi. Oui, et pour conclure, c'est un peu toujours cette idée de plus on progresse dans les droits, et y compris les droits de prendre la parole et de dire les choses, plus il y a des contre-courants forts qui viennent s'y opposer. Et pour rejoindre ce que tu disais, Céline, tu vois, à la fois on peut parler aujourd'hui de regret ou de regret maternel, qui est quand même peut-être le sujet tabou par excellence. Mais il y a Clémentine Gallet, qui est la créatrice du podcast Bliss, qui avait fait un épisode sur interviewé une mère qui disait préférer un de ses enfants, et elle le disait, là c'est un méga raccourci que je fais, c'était beaucoup plus entouré, nuancé, etc. que ça, c'était contextualisé. Elle a été obligée de retirer l'épisode tellement ça a créé de réactions violentes, virulentes à l'encontre de son invité. Donc il y a des sujets, ça reste on peut pas tout dire, quoi, vraiment pas. Sur ce lien qui est sacré, romantique, comme tu dis, sacré. Attention, on revient à la Vierge là, on revient à la Vierge. Laetitia, Sandra, ce qu'on peut conclure de cette discussion, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on essaie d'ouvrir le débat, de nuancer, d'être ambivalent, il faut faire attention au retour de bâton et au backlash, à la société qui nous renvoie des modèles très extrêmes et des mémos, parce qu'en fait, la mère parfaite, elle sert les intérêts de la société, et donc la société a intérêt à toujours nous remettre dans un mythe de la mère parfaite. Et la société patriarcale. Oui, patriarcale, parce que je veux dire, comme la société, c'est nous aussi, on la dessine aussi. Et donc, à nous de continuer à créer des espaces où on peut en plus de 300 caractères, exprimer des choses peut-être plus nuancées, justement. Créer des espaces pour ces discussions nuancées, et où les gens puissent aussi trouver écho à ce que eux ressentent, et qu'ils ne soient pas obligés de trancher dans un sens ou dans l'autre. Tes histoires de communauté, Laetitia. On va créer la communauté des gens nuancés. Hein. La communauté des gens nuancés, c'est une nécessité politique. Voilà.